Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette émission qui est une suite de la précédente. Donc c'est très important. Vraiment, si tu n'as pas écouté l'émission de la semaine dernière, je te conseille de l'écouter. C'est une série sur la Grèce. D'ailleurs, c'est même une trilogie puisqu'en fait, on a eu une première émission sur comment la Grèce a fait défaut sur sa dette. Ensuite, on a eu la semaine dernière un reportage sur comment ça se passe la Grèce après le défaut de paiement. Et là, finalement, c'est la deuxième partie de comment ça se passe en Grèce après le défaut de paiement. Donc voilà, juste pour te rappeler que c'est important, c'est une suite. C'est quand même plus agréable pour toi de tout avoir écouté, même si chaque épisode est indépendant et que là, on repart dans de nouvelles, entre guillemets, aventures. Avant d'attaquer l'émission, je te rappelle l'usage. Laisse-moi un commentaire des étoiles là où tu m'écoutes ou alors prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ça m'aide à faire connaître le podcast. Sinon, tu vas sur immobilier-compagnie.com à l'anglaise, C-O-M-P-A-N-Y, il n'y a pas de G, il n'y a pas de I, il n'y a pas de E. C'est un A, un N et un Y, tout simplement, .com, immobiliercompagnie.com. Et sur ce site, tu vas trouver mes formations, mes livres, mes coachings et le séminaire qu'on organise le 11 octobre 2025 à Montpellier, à Planète Océan, où je t'invite à venir nous rejoindre. J'ai ramené un ensemble d'experts qui vivent de leurs investissements et ça te fera du bien de parler avec eux. Tu verras que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est à ta portée et que ça peut aussi changer ta vie. Bref, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et sans plus de transition, on reprend la suite de la situation grecque, malgré donc le défaut de paiement. On a bien vu jusque-là qu'il n'y a aucun intérêt à ne pas payer nos dettes, que ça nous mettrait dans une situation compliquée. Et maintenant, on va voir un nouveau profil que nous allons découvrir ensemble. Alors on est à Patra, à la limite de Patra. Je viens voir Kostas Siosos. Il est polytechnicien. Et en Grèce, il n'y a pas de boulot, même pour les polytechniciens. Et il se trouve qu'il aime bien la bière. Donc il s'est fait une brasserie dans son petit 30 mètres carrés. Tranquille. Hello, how are you? Kostas a fini ses études quand la crise financière a commencé. Il n'a jamais pu trouver un travail, alors il s'en est inventé un. Est-ce que tu as une idée de comment on fait de la bière? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je compte sur toi pour apprendre. Avec des récipients récupérés et adaptés, Kostas a fait de son appartement un laboratoire où se côtoient malt et arômes achetés aux quatre coins du monde. Fabriquer de la bière chez toi, ça coûte vraiment rien. Ça doit tourner autour de 25-30 centimes le demi-litre. Mais c'est très créatif. Et tu la vends? Oui, je la vends dans quelques bars. De manière illégale, bien sûr. À la bière, c'est un produit qui se vend bien. Tu sais, on dit que les gens sont habitués à boire des bières légères, qui n'ont pas de goût. Mais on s'est aperçu que ce n'est pas du tout le cas. Si tu proposes aux gens de la qualité, ils vont l'apprécier. À Patra, Kostas vend sa bière dans une dizaine de restaurants. Grâce à sa production, il vit aujourd'hui avec l'équivalent d'un SMIC grec. C'est pas beaucoup, mais au moins la bière est gratuite quand il va au resto. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ce reportage, mais là, il y a des lapsus de langage qui me dérangent. Déjà, on va commencer par le début. Il n'a pas inventé son travail, il est devenu entrepreneur. Et c'est ce que tu dois apprendre à être. Même si tu es salarié, tu peux aussi être entrepreneur. Ça n'est pas du tout incompatible. À cela, je voudrais ajouter aussi qu'il nous donne une leçon d'entrepreneuriat qui est, que je trouve en tout cas exceptionnelle. Il nous dit, en fait, si tu livres un produit de qualité, les clients apprécient. Efforce-toi de produire de la qualité et rien qu'en faisant ça, déjà, il va forcément t'arriver des bonnes choses. C'est évident et pourtant, je vois trop de gens qui ne le font pas. Pourquoi? Alors pourquoi? Il y a plein de raisons, mais c'est une question rhétorique. En réalité, ma vraie question, c'est pourquoi tu essayes d'aller vite? Pourquoi tu cherches des raccourcis vers la richesse? Alors qu'en réalité, concentre-toi sur faire un produit de qualité et il se passera forcément quelque chose. Après, quand il dit oui, ça lui permet d'avoir de la bière gratuite quand il va au restaurant. Pas du tout. Ça lui permet d'avoir un SMIC. Ça lui permet de dégager de l'argent. Aujourd'hui, il souffre peut-être de distribution, de mauvaise distribution, de défauts de marketing par rapport à ses bières, etc. Ce qui est complètement compréhensible. Mais en réalité, tout ça, si tu l'apprends dans les périodes où ça va bien, eh bien, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas l'appliquer même quand ça va mal. Et d'ailleurs, ça me permet de t'amener sur le point où je voulais qu'on arrive. Tu as remarqué l'histoire de ce garçon ? D'abord, il est polytechnicien, il sort avec son diplôme, mais il n'a pas de travail. Ça veut dire que le contrat social dont on nous parle en France, il n'existe que dans ta tête. En réalité, pendant ces années d'études où il a fait de la polytechnique, est-ce que réellement ça a été utile pour les compétences qu'il utilise actuellement? Je ne suis pas certain.
Mais là où je t'emmène, c'est quoi ? Si pendant qu'il avait fait ses études, il avait déjà été entrepreneur et qu'il avait creusé l'entrepreneuriat, lorsque la catastrophe économique se serait présentée, il aurait peut-être eu des réflexes différents et des comportements qui lui auraient amené des résultats financiers eux aussi très différents. Ce que je veux te dire, c'est que quoi que tu fasses, investir et entreprendre, ce sont des choses que tu dois toujours faire, même si tu as un travail, parce que tu ne sais pas si la situation change du tout au tout, ce que tu devras être amené à faire, et dans ces cas-là, toute compétence est bonne à prendre. Le plus gros des problèmes, et pour moi la plus grosse des qualités, c'est l'adaptabilité. Or, je me rends compte, plus je vieillis, que la plupart des gens ne sont pas, voire très peu adaptables. Les personnes en général, ils veulent leur petit train-train, leur petit cadre bien respecté et tel qu'ils l'ont imaginé au départ et ne pas sortir des lignes. Alors, je ne suis pas en train de te dire d'avoir une vie décousue et complètement farfelue, mais rajouter des compétences, des cordes à ton arc pour que le jour où il y a des problématiques équivalentes à celles qu'on nous montre dans ce genre de reportage, tu sois en capacité de réadapter ou de changer ta trajectoire radicalement, justement pour mieux t'en sortir là où la plupart des gens galèrent, eh bien en réalité, c'est plus que nécessaire. Ça me ramène sur ce que je te disais dans la première partie de l'épisode. Le problème, en fait, c'est que tu es face à une population qui était assistée, qui du jour au lendemain se retrouve démunie, sans assistanat, puisque l'État a perdu toute sa capacité financière à pouvoir aider les gens par l'argent. Et donc, du coup, ces mêmes personnes sont complètement déboussolées et incapables de créer de la valeur pour subsister à leurs besoins. Je ne peux leur reprocher rien. Encore une fois, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas avoir su se débrouiller dans une époque où tout leur était servi sur un plateau d'argent. Mais le malheur, c'est que dans les phases où tout va bien, tu es quand même en mesure de commencer à essayer de faire des choses pour justement être capable de faire face à tout type de situation qui surviendrait dans ta vie. Alors après, bon, bien évidemment, tu vas me dire oui, mais quand tout va bien, on n'y pense pas forcément. Enfin bref, tu vois un peu le topo sur lequel j'essaye de t'amener et tu comprends très bien que de toute façon, je ne serai pas d'accord parce que en réalité, peu importe ce que tu penses. Le problème, c'est que comme je l'ai dit dans la première partie, notre pays partage des similitudes étranges avec la situation de la Grèce à l'époque quand elle a fait faillite. Or, tu l'as vu, tu es en train de le voir, voilà comment ça se termine. Ça ne se termine pas bien pour les habitants parce qu'au final, qui dirige le pays ? Même si c'est un petit groupe de personnes qui prennent des décisions financières pour un ensemble, c'est quand même l'ensemble qui paye pour les décisions du petit groupe de personnes. Que tu sois d'accord ou pas, il est probable que les politiques qui aient pris les mauvaises décisions aujourd'hui et leur retraite, leur logement cossu avec tout le confort qui va bien et derrière eux la carrière qui leur a offert tous les avantages qu'ils ont eus en leur temps, alors que le peuple, lui, trinque. Donc la réalité, c'est que malheureusement, et je dis bien malheureusement, ta meilleure option, c'est d'être en capacité de créer ton entreprise, de créer de la valeur, de comprendre comment ça marche, d'être capable de te développer même quand tout s'effondre autour de toi. Parce que le but, c'est pas de te retrouver avec un diplôme de Polytechnique et de faire des bières à la petite semaine que tu n'arrives pas à déployer sur le territoire parce que justement, tu as des carences en marketing. En plus, comme tu l'as vu, ils sont sans doute deux, mais au demeurant, si aucun des deux n'est capable de faire un plan marketing, de déployer une marque, ça les avancera pas plus. Comme en général, on fréquente les gens qui nous ressemblent, là encore, c'est dommage. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une jonction avec le modernisme. C'est là où tu vois que YouTube, Internet, c'est exceptionnel. Tu as accès à des cerveaux partout dans le monde qui t'apportent des réflexions et des opportunités que tu ne réalises peut-être pas quand tu es enfermé dans le milieu dans lequel tu as grandi. Tu dois t'ouvrir au monde et même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent les formateurs, les formations et tout ce qu'on trouve sur Internet, en vérité, ça montre que c'est une opportunité, une fenêtre ouverte sur d'autres régions du monde qui peut permettre à des gens, tout simplement, d'ouvrir leurs horizons et peut-être même de mettre en place des choses dans leur vie qui pourraient leur rapporter de l'argent. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, Internet, dans ces cas-là, c'est une bénédiction. Donc, apprends à t'en servir, optimise, bref.
Deviens agile avec l'informatique, la connaissance et l'ouverture d'esprit pour être capable de t'adapter à toute situation qui se présenterait à toi, même les plus catastrophiques. Alors le nouveau truc en Grèce, c'est de prendre les transports en commun, le train, les bus et même faire du covoiturage. En fait, le prix de l'essence est à 1,80 €. C'est le 3e prix le plus cher d'Europe. Juste pour ton information, c'est une petite parenthèse rapide, la Grèce est l'un des rares États qui taxe plus le carburant que la France. Donc il y a 55% de taxes sur le carburant en Grèce. Et donc, comme tu peux le comprendre, les Grecs évitent d'utiliser le carburant. Comme je l'ai dit dans la première émission, on est dans un pays où le SMIC est à 890 € par mois. Je te laisse imaginer le prix d'une voiture, le coût pour supporter une voiture pour un ménage où les deux principaux acteurs, les deux principaux travailleurs du ménage sont au SMIC. Tu as 1800 € qui rentrent et à 1,80 € le litre de gazole ou d'essence, peu importe. Tu te rends vite compte que la voiture, ça devient un luxe qui n'est pas accessible pour tous. Donc c'est vrai que, comme il le dit, les Grecs essayent d'utiliser des méthodes un petit peu détournées pour accéder au transport de manière générale. Mais entre toi et moi, c'est largement compréhensible. Bon, alors on est à Volos, une ville grecque normale, en pleine crise. Il y a un port, comme dans pratiquement toutes les plus grandes villes de Grèce. Voilà. Dès qu'on dit crise, les chiens s'énervent ici. Les magasins sont fermés et les gens n'ont plus d'argent. Sauf qu'à Volos, quand on dit on n'a plus d'argent, il s'agit des euros. Parce qu'ici, ils ont autre chose. Ça s'appelle les thèmes. Le thème, c'est une unité de monnaie virtuelle inventée pour remplacer les euros. Elle est utilisée par ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui ont un savoir-faire et du temps. Hello. Bonjour, je cherche Christos Papaioannou. Christos Papaioannou. Il n'est pas encore arrivé. Donc comme tu peux le voir, la vie s'organise et c'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent qu'il n'y a pas de solution. Et donc là, on va avoir, à mon avis, un système monétaire alternatif qui permet à tout le monde de s'y retrouver et de fonctionner en dehors de l'État. Et en réalité, c'est tout à fait compréhensible et c'est à l'avantage des populations, dédommageable pour l'État parce que du coup, il n'est pas capable de se renflouer sur un système qu'il ne maîtrise pas. Mais pour autant, il est nécessaire que tout le monde arrive à s'en sortir. Et donc, pas le choix. Dans ces cas-là, chacun s'organise comme il peut. Ce que ça montre surtout, c'est que même quand tout s'effondre, il y a des gens qui arrivent à trouver des solutions qui permettent de continuer à vivre et de vivre décemment. Parce que, encore une fois, comme je viens de l'évoquer, quand tu as un SMIC à 890 €, qui est la moyenne, tu peux avoir moins parce que tu travailles à mi-temps, tu gagnes moins. Et comme il n'y a pas de travail en plus, bref, tu as compris l'idée. La réalité, c'est que le souci principal de toutes les familles d'un pays qui est dans cette situation, c'est quoi? C'est comment finalement je fais pour vivre décemment. Je le répéterai jamais assez, mais là, on est dans les systèmes D, des gens qui ne veulent pas rentrer dans tout ce qui est informatique. L'informatique est une alternative plus que réaliste et intéressante si tu veux créer de l'argent en ligne. Il ne faut pas l'éluder, mais tu as des personnes qui ne sont pas adaptées à ça et ça te montre que si tu n'aimes pas l'informatique, tu ne veux pas travailler sur Internet ou rien du tout, il existe là, tu vois, quelqu'un qui a carrément créé un système d'échange parallèle à l'euro qui circule en Grèce. Bonjour, c'est moi Sébastien. Et toi, t'es Christos ? Grâce à Christos, plus de 2000 personnes à Volos s'en sortent en échangeant des produits et des services sans jamais toucher une pièce de monnaie. Bon, qu'est-ce qui se passe ici ? Hello, I'm Sébastien. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Oh ben voilà, monsieur parle en français. Je veux me renseigner, savoir ce que c'est les thèmes. Non, attends, je suis pas si bon que ça en français. Il a fumé un petit peu. Ici, les euros sont interdits. Ils restent en dehors du marché. Bien. Ok. Donc en fait, le marché ici, on peut tout y acheter. À manger, des vêtements, des lampes. Et c'est là où les gens se rencontrent. Il y en a un qui est coiffeur, il dit « Ah, j'ai besoin de me faire coiffer les cheveux. » Bienvenue à Thèmeland. Vous l'aurez compris, ici on ne paye pas en euros mais en thèmes. Ce n'est pas du business mais des transactions solidaires où l'on peut échanger une vieille radio contre une coupe de cheveux ou une veste en cuir contre une consultation médicale. Chaque service rendu a sa propre valeur et les thèmes que vous accumulez vous permettront d'acheter ce que vous voulez dans des centrales d'achat dédiées à cette monnaie.
Les transactions sont enregistrées sur une plateforme informatique, tout est virtuel, aucun billet n'est échangé. Je me sens un peu comme un pauvre, en fait. J'ai des euros, mais j'ai pas de thème. Je peux rien acheter. Pour avoir des unités, il faut offrir un service ou un produit à quelqu'un d'autre qui paiera en thème. Et ensuite, l'autre membre pourra accéder à la plateforme par un ordinateur ici, ou depuis chez lui, de n'importe où en fait. Il peut le faire par Internet tout seul, il n'a pas besoin de venir ici. Il va donc transférer les thèmes de son compte au compte du membre qui a travaillé. Si on le fait ici, il peut prendre un petit papier, une sorte de facture, comme preuve que la somme a été transférée. La grande différence avec ce modèle économique, c'est que dans notre cas, la valeur des choses est décidée par les membres eux-mêmes. Il n'y a personne de l'extérieur, un politicien par exemple, qui puisse imposer des politiques économiques et des valeurs financières. C'est de l'argent, ça. C'est très vieux. OK. Yeah, very, very beautiful. Yes. Et ça, c'est 7 thèmes. OK. C'est le vieux modèle capitaliste qu'on applique. Yeah. Dans les temps anciens, les gens dans les villages disaient « Aujourd'hui, il faut réparer le toit d'un tel. » Tout le village venait et donnait un coup de main. Mais quand les villages ont eu besoin de choses qu'ils n'avaient pas, c'est là qu'ils ont inventé l'argent. Et qu'est-ce que vous offrez comme service, vous, ici? Je répare du matériel électronique et électrique, tout type de machines pour la maison. Alors c'est assez intéressant parce que là on vient quelque part un petit peu de te simplifier le rapport que tu peux avoir à l'argent. Et c'est vrai que quand il y a une crise comme ça, c'est assez amusant de se dire que on transforme notre rapport à l'argent. Tu as pu apprécier la volonté claire et d'ailleurs presque agressive, d'ailleurs c'est clair et agressif, de ne pas avoir d'hommes politiques ou de personnes extérieures qui viennent, comme il l'a très justement employé avec ces mots, le créateur du thème, imposer entre guillemets leur politique monétaire. Parce qu'en réalité, je pense que tu souffres de ça. Quand tu as une monnaie que tu utilises au quotidien et que du coup, en l'utilisant au quotidien, que tu le veuilles ou non, tu fais confiance à ce que l'on peut qualifier comme étant nos élites sur l'usage qu'ils font de cette monnaie eux-mêmes, à l'opposé du spectre. Parce que toi, au quotidien, c'est ton outil. L'argent, tu t'en sers pour les transactions, etc. Mais eux, ils s'en servent comme outil aussi pour contrôler l'inflation, etc. On ne s'en sert pas de la même manière que l'on soit du côté politique ou que l'on soit du côté citoyen. Attention, on est bien d'accord, les hommes politiques sont aussi des citoyens et ils utilisent l'argent de la même manière dans leur quotidien. Ils sont payés par nos impôts pour pouvoir justement gérer notre argent. Mais leur mission a deux volets. Il y a un côté où en fait, ils font en sorte que le pays fonctionne correctement et que la valeur de notre argent soit conservée dans le temps. Bon, ben ça, on est bien d'accord que ce n'est pas réellement leur mission première puisqu'on a vu la valeur de notre euro s'écraser au fil des années. Et de l'autre côté, toi, en utilisant l'euro au quotidien, tu, on va dire, acceptes un accord tacite qui dit que, quelque part, tu fais confiance à tes dirigeants par rapport à ce qu'ils font avec notre argent. Sauf que maintenant, on est en train de se rendre compte du vrai problème, c'est qu'en fait, ils font n'importe quoi avec notre argent. Alors, tout ne repose pas que sur les dirigeants français. Il y a aussi l'Europe qui est là derrière et qui a ses propres intérêts, qui d'ailleurs, selon moi, sont sûrement des intérêts en opposition avec ceux de notre pays, avec ceux des pays comme la Grèce, l'Allemagne, etc. Ça me paraît à peu près logique. L'Europe n'a pas les mêmes intérêts que la France. Et l'Europe n'a peut-être pas non plus intérêt à ce que la France existe en tant que telle. Mais ça, c'est un autre débat. Ce que je veux que tu comprennes et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des personnes là qui s'organisent sans l'argent local. Et la réalité, c'est que ça serait possible de le faire à d'autres endroits si on en avait envie. Alors là, encore une fois, je ne suis pas en train de t'inciter à faire maintenant ce genre de manœuvre parce que quand les temps vont bien, ou en tout cas quand il n'y a pas de crise, je pense que ça serait compliqué de justifier l'absence de monnaie, d'autant que tu n'es pas sans savoir qu'il est interdit de frapper monnaie sur son sol. L'argent, c'est un outil aussi de domination. C'est pour ça que d'ailleurs, quand dans l'ancien temps, on partait en guerre et on réussissait à conquérir une nation ou un pays, l'une des premières choses qui était faite, c'était de remplacer l'argent en circulation du pays en question par la monnaie du conquérant pour asseoir et rappeler aux populations
qui est entre guillemets le maître. Donc il faut vraiment ne pas ôter le côté impérialiste que l'argent peut avoir. Ensuite, l'argent, c'est avant tout une confiance. Quand un peuple utilise la même monnaie, ça crée une unité. Et cette unité globale, eh bien, en fait, elle met au service de l'argent la valeur qui est créée. Et donc, ça crée quelque part une puissance économique qui est ensuite utilisée par nos hommes politiques pour réussir à négocier ce dont on a besoin, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, tant en import qu'en export, parce que des fois tu vas surproduire certaines choses, donc tu vas chercher à le vendre à d'autres pays qui eux en ont besoin, et inversement, il y a des produits que tu ne produis plus, et donc du coup tu vas chercher à les acheter parce que tu en as besoin aussi. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va créer des échanges. Et là où c'est intéressant, je trouve, dans ce que l'on vient de voir, c'est que tu peux voir à moindre échelle comment on arrive à organiser un système sans argent. Donc on est capable de le faire. La question maintenant, c'est comment ça se passera le jour où nous, on aura une crise. Est-ce qu'on arrivera à ce genre de système en interne, dans des zones où ce sera encore possible de le faire? Parce que pour que ce soit envisageable, il faut que la population s'entende. Il faut qu'il y ait là aussi une unité de population qui permette à ce que ça se passe correctement entre chaque individu sur les échanges. Parce que tu l'as noté, je pense, mais chaque individu fixe la valeur en thème de ce qu'il fait. Et donc, pour que ce soit acceptable, bien il faut l'accepter. C'est évident, mais je voulais te le préciser. Thank you very much. Bye. Thank you. Ça y est, c'est parti. On va en Crète. Bon alors on est en Crète, à Héraclion. On va aller voir Michaïlis, qui a compris avant tout le monde qu'il fallait être indépendant au niveau de l'énergie, électricité et pétrole. Il faut savoir un truc sur la Crète, c'est que c'est un des endroits au monde où on vit le plus vieux. Il y a beaucoup de centenaires. C'est parce qu'ils ont un régime un peu spécial à base de tomates, feta, huile d'olive et fruits de mer. Et il y a d'autres choses en fait, des petits secrets. On va aller voir ça. J'ai rendez-vous avec la star de l'île. Depuis la crise, les gens viennent de tout le pays pour lui demander conseil. Nice to meet you, Sébastien. Sébastien, c'est toi le français? Michaïlis. Depuis 30 ans, avec le soleil, le vent et surtout l'eau, Michaïlis produit toutes les énergies dont il a besoin. Pour lui, la crise est plus facile à encaisser. Ici, c'est le labo où je fais mes expérimentations. Bon, en fait, toute ma maison est un labo. C'est avec ça que je produis de l'hydrogène, tu vois. Je récupère l'eau de l'atmosphère et je la casse par électrolyse. Du côté vert, c'est l'oxygène, vu que les plantes sont vertes. Moi, je les peins symboliquement en vert. Et de ce côté, la partie bleue, c'est l'hydrogène. Ce sera notre combustible, c'est ce qui nous intéresse. Ici, c'est une chambre vide. C'est l'endroit où l'hydrogène reste pour après passer là-dedans, tu vois. Ça, c'est pour enlever le reste des vapeurs d'eau et les autres impuretés. Ça passe ensuite par ce piège. On élimine aussi les vapeurs qui potentiellement ont pu passer. Bon, je vous donne quelques éléments sur l'hydrogène. L'hydrogène est le combustible le plus puissant qui existe. Avec une bouteille de 20 litres, tu peux faire rouler une voiture sur 200 bornes. Pour produire 1 litre d'hydrogène, il faut 9 litres d'eau. Regarde. C'est de l'hydrogène 100% pur. Mais Michaïlis ne produit pas que de l'hydrogène. Il fabrique aussi ses propres panneaux solaires et possède 2 éoliennes. Depuis 3 ans, il ne travaille plus, non pas parce qu'il s'est fait licencier, mais plutôt parce qu'il l'a décidé. L'eau, l'électricité, le combustible et même la majorité de ce que je mange, moi je l'ai gratuitement. Alors que les autres, ils doivent travailler pour se le payer. Alors pourquoi moi je devrais travailler? Je me suis toujours projeté très loin. Et je crois qu'il y aura des temps bien plus durs devant nous. Pas seulement en Grèce. Dans quelques années, ce qui se passe ici, ce sera la situation de tout le monde, voire pire peut-être. Donc la solution nous sera donnée encore une fois par la nature. Il faut que nous adoptions juste petit à petit un nouveau modèle. C'est dans la cave, il y a des trucs. Yeah, ici, là. J'ai vu. Ok.
Attendez, il faut juste enlever ça. Cette machine fonctionne avec du pétrole crétois. Wait. C'est de l'huile d'olive. Tu peux le mettre dans ta salade si tu préfères. Salade ou électricité, au choix. C'est bon le pétrole crétois. Là, le générateur est prêt, on peut le faire démarrer, très simple. Mais c'est peut-être pas une bonne solution parce qu'on va priver l'humanité d'huile d'olive. On produit ça à partir de fruits périmés, des cannes à sucre ou n'importe quoi. Ça fait 80% d'alcool. Et c'est ça que j'utilise comme combustible. Il faut juste faire quelques modifications au niveau du moteur, régler la carburation. Il faut bien régler la proportion entre le combustible et l'air. Donc là, on est sur un Géo trouve-tout ou un MacGyver, enfin, appelle ça comme tu veux. Un mec qui a compris une chose, c'est que l'énergie est au cœur de tout notre système. Et tu as vu ce qu'il a dit ? Non seulement il a choisi d'arrêter de travailler, mais les autres travaillent pour avoir accès à l'énergie. Lui, il produit son énergie. Et je ne sais pas si tu as bien compris, mais en fait, il produit autant du carburant pour ses véhicules thermiques qu'il a modifiés et dans lesquels il met son propre carburant qui lui permet de rouler, qu'il va produire avec ses panneaux solaires de l'électricité et avec ses éoliennes aussi, et son hydrogène qui lui permet aussi, encore une fois, d'avoir de l'énergie pour se déplacer. Et c'est comme ça qu'en fait, au final, il arrive à s'en sortir mieux que tous les autres. Mais ce que j'ai préféré dans sa réflexion, c'est quand il dit que ce qui arrive à la Grèce, à la Crète, qui est en fait le même État, va arriver dans tous les États du monde, parce que malheureusement, les États ont tous adopté un système de monnaie dette, dans laquelle nous sommes nous aussi. Sous-entendu, à un moment donné, ça finira par exploser de tous les côtés et les peuples ne seront pas égaux. C'est ce que j'expliquais dans l'émission précédente, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est la capacité que vont avoir les populations à s'entraider, à collaborer, à innover, à créer, à trouver des alternatives et à solutionner les problèmes qui leur permettra d'arriver à surmonter ce genre d'obstacles qui ne sont pas de petits obstacles. Maintenant, j'ai une question à nouveau à te poser, mais pour ça, j'espère que tu auras vu le premier épisode. C'est comment tu fais quand un peuple est assisté en permanence pour le mettre au travail ? Comment tu fais quand un peuple n'a pas l'habitude de travailler pour le faire travailler ? Tu comprends ? Et encore une fois, comment tu fais pour passer à l'action quand tu ne t'es jamais exercé ? Et ça, c'est valable pour toi, pour moi, pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer à l'action ? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer à réfléchir à des alternatives ? Parce que la réalité, c'est que ce qu'il vient de nous expliquer, c'est que lui, il ne payait pas son énergie. Mais si tu sais faire ce qu'il fait, toi non plus, tu ne payerais pas ton énergie. Et ça pourrait changer des choses. Et tout ça, ça doit être une question que tu dois te poser, même si pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, même si nous ne vivons pas ce qu'eux vivent par rapport à la crise grecque. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, nous aurons notre crise à nous aussi et que quand elle arrivera, ça sera tout autant compliqué, voire plus compliqué pour nous peut-être que pour les Grecs, parce que notre population est différente de la leur et qu'il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte en fonction de comment notre crise à nous se passera. Moi, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que l'énergie est au cœur de ton activité, de ta vie. Tu as besoin d'énergie tous les jours. Tu as la maison, tu sais, ça va même plus loin que ce que tu imagines. Hein. La maison que tu l'as par rapport à ton énergie. Moi, je vends des maisons des fois très loin des centres-villes parce que les gens ont des voitures et parce qu'ils préfèrent habiter en dehors des centres-villes. Leur choix, c'est de dire « j'habite loin de la ville ». Mais si demain, tu n'as plus de véhicule pour te déplacer, est-ce que tu habiterais au même endroit ? De la même manière, tu as un travail qui est parfois proche de là où tu habites, parfois très loin de là où tu habites. Est-ce que tu aurais le même travail ? Etc. etc. Petit clin d'œil à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si l'argent que tu gagnes n'est plus utilisé dans la ville dans laquelle tu habites, est-ce que tu continueras d'aller travailler ? Alors je sais qu'il y en a que ça ferait plaisir de ne plus travailler, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est de se demander si les choix que tu as faits actuellement sont compatibles avec une conjoncture et un contexte très différent, un contexte de crise bien sûr. Parce que la réalité
et c'est celle-ci qui nous intéresse. C'est est-ce que face à une crise, en l'état, tu es capable de faire face? Est-ce que le montant de tes dettes, bien si la valorisation de ce que tu possèdes était divisée par 2, tu serais capable d'y faire face? Est-ce que si ton salaire était divisé par 2, toi et celui de ta femme, ou même toi et ta femme, ou si c'est toi qui travailles, que tu es une femme, ton homme, bref, tu m'as compris, s'il n'y en a plus qu'un des deux qui travaille et que son revenu est divisé par 2 et que l'autre ne travaille plus, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Oui, c'est des questions difficiles. Peut-être même qu'elles vont te mettre mal à l'aise. Peut-être même que tu es en train de te dire « mais non, en fait, ça ne marche pas ». Mais dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. La seule question, c'est si ça arrive, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi cette question en fait. Est-ce que tu crées une boutique de quelque chose? Est-ce que tu ne te lancerais pas sur Internet? Est-ce que, j'en sais rien, moi, tu ne vendrais pas ta maison? Et question suivante, pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Quoi que tu serais prêt à faire en situation de crise, pourquoi ne le fais-tu pas maintenant? Et quand je vois que lui, il a créé tout un système pour alimenter ses machines en énergie, c'est intéressant de voir qu'il avait cette capacité, il l'a employée quand il en a eu besoin, tant mieux pour lui, mais il y a beaucoup de gens autour de lui qui, à mon avis, auraient besoin de cette capacité à produire de l'énergie pour être autonome. Et ça nous amène sur un sens plus large à une réflexion sur la France et notre dépendance aux pays qui nous entourent, cette dépendance que l'on n'a pas cessé d'accroître, alors qu'il y a des années de ça, la France était quasiment autonome. Tu sais, dans le premier reportage, le reportage d'avant, il l'a commencé en faisant le parallèle avec la crise grecque et la crise de 29. En 1929, il y a eu la grosse crise aux États-Unis, dont je parle dans mon livre « Survivre à une crise financière ». Tu tapes « crise financière » sur Amazon avec ou sans accent, il apparaît en première page. Et je parle de la crise de 29. Et pendant la crise de 29, en 1929, l'Amérique a beaucoup souffert, mais elle s'en est remise très rapidement. Par contre, la France a très peu souffert. En 1929, tous les pays du monde ont été affectés par la crise financière américaine, à part la France. Enfin, la France et d'autres pays ont été peu impactés. Et la raison, c'est qu'on était autonome. On était très autonome. Or, aujourd'hui, on ne l'est plus du tout. Donc, je te laisse imaginer, même que la même crise américaine de 1929, ce que ça pourrait nous faire. Alors, une crise française, dans un contexte où on n'est plus autonome, ça serait catastrophique. Mais tout ça, il faut que tu en prennes conscience. Et une autonomie d'un pays, c'est une chose. Ton autonomie à toi, c'en est une autre. Pour atteindre ton autonomie, il faut quoi? Il faut que tu investisses, il faut que tu aies plusieurs devises, il faut que tu sois agile, adaptable. Enfin bref, à ce stade de l'émission, et surtout si tu as écouté les 2 podcasts, tu commences à avoir une idée qui se fait dans ta tête. J'en suis persuadé. Bon alors Michaelis, il va m'amener voir le vrai régime crétois. Bienvenue dans un Casani, une distillerie locale, la tradition crétoise. Ici, crise ou pas crise, on fait du raki. Et on boit directement à la source. Pas cul sec celui-là. Hein. Non, pas cul sec. Doucement. Le reportage se finit là-dessus. Il va finalement donc découvrir les traditions crétoises qui continuent d'être ancrées dans la population. C'est pas parce qu'il y a une crise qu'on arrête de vivre. C'est simplement le rapport à l'argent et les capacités et les possibilités que vont avoir toute une tranche de la population qui sont drastiquement réduites et le quotidien ainsi que la vie qui est plus dure qu'à la normale. Il y a un élément qui n'a pas été mis en avant dans ce reportage et c'est très triste et donc je suis obligé d'en parler, c'est l'industrie du luxe et les riches de la Crète. Et je vais t'en parler, je vais te donner quelques détails là-dessus. Je n'ai pas fait de recherche particulière, je voudrais juste te partager déjà le fait que dans ces situations-là, tu as bien évidemment des tranches de la population qui continuent de s'enrichir. Tu as aussi certaines activités qui sont nichées et qui continuent de croître parce qu'en fait, l'éradication de la concurrence, le rouleau compresseur qui efface toute opposition et qui ne laisse finalement que quelques familles, leur permet d'accroître leur influence et d'étendre leur empire. Il faut le savoir. Et il faut savoir que dans des systèmes comme ceux-là, où il y a des faillites, il y a des fortunes indécentes parfois qui se construisent. Des fortunes qui sont invisibles, que tu ne verras pas. Très souvent d'ailleurs, et comme je l'ai répété dans la première émission, ils se font payer dans d'autres devises, ils vont avoir tendance à passer peu de temps. Alors, ils vont passer du temps dans leur pays pour faire leur business, mais ils vont être discrets sur leurs vacances, ils vont préférer aller dans d'autres pays pour ne pas choquer, montrer. Ce sont des personnalités des fois qui sont connues pour certaines d'entre elles, pas pour toutes. Et il faut bien comprendre en fait que cette disparité s'accroît
malheureusement par les circonstances, par la situation globale. Mais la réalité, c'est que le soleil se lève pour tout le monde. Et encore une fois, notre époque nous offre une fenêtre qui est Internet, qui nous donne une possibilité de transformer notre vie. Et la réalité, que tu le veuilles ou non, c'est que dès à présent, au moment où tu écoutes cette émission, tu peux déjà changer les choses. Moi, je ne le répéterai jamais assez, Internet, ça devrait être un atout que tout le monde devrait apprendre à utiliser, à déployer. Et c'est aussi un indicateur. Pour moi, si sur ton téléphone, tu n'as que des applications de détente, c'est problématique. Sur ton téléphone, tu dois avoir des applications qui te rapportent de l'argent. Ton téléphone est aussi représentatif de tes connaissances et de ton rapport à Internet. Si ton téléphone ne te sert qu'à te détendre et à regarder des séries Netflix, tu es à côté de la plaque, complètement. Encore une fois, moi je vais te dire, maintenant on arrive à la fin de l'émission, et la prochaine émission, on va parler de la France, hein. Tu comprends bien la suite logique que je suis en train de mettre en place. Moi je ne pense pas que la France en est encore tout à fait à ce point-là. Je pense qu'on en est proche. Je pense qu'il y a encore quelques années devant nous, mais il n'y en a pas beaucoup encore. Je pense que ça va nous arriver en fait. Voilà, je le pense, quand je ne sais pas. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 ans. J'en ai aucune idée, mais sur un horizon de 10 ans, je pense que ça va nous arriver. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça va encore à peu près. Même si on a des gros problèmes structurels, ça va encore à peu près. Et si maintenant, quand ça va, tu ne te prépares pas, tu vas souffrir. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je pense vraiment que tu vas souffrir. Et pour éviter que tu souffres, il vaudrait mieux que tu te prépares. Et c'est pour toi que je le dis. Donc à mon sens, c'est encore le moment de mettre en place des actions qui te permettront d'avoir des portes de sortie, de l'immobilier que tu pourras vendre, changer ta stratégie, réfléchir à ta stratégie. Je le répète depuis un long moment, depuis le Covid, vous devez avoir des devises étrangères, de l'investissement à l'étranger. Moi, le Covid, ça m'a fait ouvrir les yeux là-dessus. Ça m'a fait ouvrir les yeux et je l'explique dans mon livre « Survivre à une crise financière ». Ce livre, il est presque providentiel. Pour moi, je vous ai mis dans ce bouquin les éléments qui vous permettent de résister aux crises. Et s'il y en a une qui se présente et que tu n'as rien mis en amont en place, tu la prendras de plein fouet dans la figure. Alors que si tu t'es mis une protection sur la tête, je veux dire, imagine, et c'est une image très forte, mais c'est vrai, imagine 2 personnes. Il y en a une qui met un casque et il y en a une qui ne met pas de casque. Les 2 se prennent une tarte dans la figure. Lequel des 2 a le moins mal ? Est-ce que j'ai besoin même de poser la question ? Tu connais la réponse. Eh bien, en refusant de mettre en place des actions dès maintenant pour te protéger dans ton futur, c'est comme si tu savais que tu allais te prendre cette baffe, mais que tu ne mettais pas de casque. Entre toi et moi, si je m'assois devant toi et que je te dis dans 1 heure, tu vas te prendre une claque dans la figure. Si tu ne vas pas acheter un casque et que tu ne le mets pas sur la tête, on est d'accord que tu es idiot. Mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Je te préviens qu'il va y avoir dans les 10 prochaines années quelque chose qui va se passer en France. Tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire. J'ai fait ces émissions, d'accord ? Tu sais comment j'ai fait ces émissions ? Avec l'horloge de la dette publique française, d'accord ? Entre le moment où j'ai commencé l'émission et maintenant, d'accord, le chiffre a augmenté. Et le chiffre ne fait que augmenter. Je mets de plus en plus souvent cette horloge devant mes yeux pour me rappeler que en fait, cette horloge, c'est pas un truc rigolo qu'on regarde en fait. C'est comme un compte à rebours. Et il y a un moment donné, quand là, on t'affiche 115%, mais c'est pas vrai, hein, je fais que te le dire, hein, il y a du hors bilan, on n'est pas du tout à 115%, on est à plus. Mais quand la dette publique va arriver à 120, 130%, parce qu'on va y arriver, parce que dans la prochaine émission, tu vas voir, et je vais te le dire, et je vais te la teaser un peu, ils ne sont pas dans une dynamique de réduire les dépenses, ils essayent simplement de stopper la dette. Ils ne sont pas dans le bon état d'esprit. Donc le 115, il va finir à 130. Et quand on va être à 130, on ne sera pas sous tutelle. Non, on ne sera pas sous tutelle de l'Europe. Non, on va être comme la Grèce. On va nous demander de faire défaut. Et là, bien toute cette série qui, ma foi, paraît un petit peu surréaliste. On n'est pas loin de la série de science-fiction hein, quand on en parle comme ça. Et je peux comprendre. Hein, mais ça finira par devenir notre réalité. Et il y aura une énorme différence entre ceux qui seront allés acheter le casque et qui l'auront mis sur la tête et ceux qui ne l'auront pas mis. Entre ceux qui continuent mordicus à croire dans un système qui périclite devant leurs yeux et ceux qui ont compris que même si on est, et je le reconnais, ultra fiscalisé et que c'est dur, hein, parce que ce que je te demande, et je suis transparent, hein, je n'ai pas de problème, je suis comme toi moi, hein, c'est hyper dur. Hein.
dans le niveau fiscal qu'on se trouve, devoir faire un effort comme je te le demande, ça veut dire se priver et utiliser l'argent pour créer une porte de sortie. C'est ça que je suis en train de te demander et j'en ai complètement conscience. Mais si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Donc en réalité, tu n'as pas le choix en fait. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une remarque, ce n'est pas une constatation. C'est ce que tu dois faire en fait. Tu le feras ou tu le feras pas, je ne serai pas là pour le voir. Moi, j'essaye de t'alerter. Je mets des choses en place. Je veux quand même que tu le saches. En fait, il faut que tu saches que j'adore ce podcast pour ça en fait. Parce que c'est vous, d'ailleurs, Romaric, si tu écoutes, je te remercie. C'est toi qui au début m'a incité à faire un truc sur la dette. Et puis je mets le doigt dans un truc et j'aime bien creuser, etc. Et quand je vois les chiffres, je me dis, mais putain, faut que je fasse quelque chose en fait. Alors j'avais déjà commencé à faire des trucs, mais là je me dis, je vais encore faire des choses. Tu vois, là en faisant ce podcast, j'ai fait des déductions dans ma tête et j'ai partagé avec toi mes réflexions. Libre à toi de faire la déduction que tu veux. Moi là, je suis en train de finir la partie sur la Grèce. Maintenant, je vais attaquer la France. Et je veux que tu saches qu'il y a déjà des déductions que j'ai faites dans mon esprit par rapport à l'analyse que j'ai partagée avec toi. Il y a des décisions qui vont découler de ces constatations que je viens de faire. Obligatoirement. Parce que, effectivement, là je te parle et je t'invite vraiment à mettre devant tes yeux, tu tapes horloge de la dette publique et tu regardes ces chiffres défiler pendant un moment et demande-toi si ça veut rien dire. Si en regardant ça, pour toi, ça veut rien dire, comme tous ces gens qui me disent « Ah oui, mais le découvert à la banque, c'est pas de l'argent réel, on s'en fout ». Très bien, libre à toi, tu peux le croire, ça ne me dérange pas. Mais si après avoir entendu tout ce qui vient d'arriver à la Grèce, tu n'arrives pas à comprendre que ça va te tomber sur le coin de la figure et que ta vie sera radicalement différente de celle que tu as connue aujourd'hui, dans ces cas-là, tu n'auras pas d'excuses. Encore une fois, je viens de te prévenir que tu vas te prendre une baffe, va t'acheter un casque ou pas. C'est toujours pareil. Maintenant, je te le redis une dernière fois, ce compteur, ça signifie quelque chose. Et c'est un compteur qui, quand il va arriver à son terme, aura un impact direct sur toi parce que c'est toujours le peuple qui paye. C'est pas les politiques, c'est pas les rois, c'est pas même les rois morts. Tu sais, ça m'a fait rire parce que réfléchis-y une seconde, mais on a coupé la tête du roi. Mais lui, il a vécu sa vie. Il a sûrement mieux vécu que ceux qui lui ont coupé la tête. Ah oui, sur le coup, ça te fait du bien de lui couper la tête. Je peux l'entendre, mais ça n'a pas changé ta vie. Là, je te parle de te créer un parachute que si jamais tu dois l'ouvrir, tu me remercieras. Et si jamais tu ne l'ouvres pas, de toute façon, c'est de l'argent que tu récupéreras. Donc dans les deux cas, normalement, si tu fais les choses intelligemment, tu me remercieras. Et c'est ce que je te souhaite. Parce que vraiment, je fais tout ça dans le but de t'aider, dans le but de te faire prendre conscience de ce qui se passe. Et je pense vraiment que, en ayant fait cette émission maintenant sur la Grèce, c'est troublant les similitudes qu'il y a entre le moment où eux ont fait faillite et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça correspond. Je t'invite à faire des recherches sur tout ce que je t'ai dit parce que moi, je t'ai partagé, on va dire, dans un temps cohérent pour pas que ce soit trop long pour toi, mais j'ai fait d'autres recherches, donc je t'ai partagé certains chiffres et tout, mais tu as encore des recherches à faire sur certains éléments. Creuse de ton côté et agis. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Et si tu as besoin d'aide, bien évidemment, tu sais où me trouver, immobilier-compagnie.com. Tu as mes livres, mes formations. Tu peux réserver un appel avec moi. Je peux t'aider sur ton patrimoine. C'est sur mesure, quoi. On peut passer 1 heure ensemble, une demi-heure ensemble. C'est toi qui vois. Et tu peux même venir me rencontrer à mon séminaire le 11 octobre à Montpellier. Je ne suis pas inquiet. Tu vas savoir comment me contacter pour t'aider à avancer dans ta liberté financière ou en tout cas dans l'augmentation de tes revenus. Je suis là pour ça. Like, partage, laisse-moi des étoiles là où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!